Merci Madame la rapporteure. Je passe la parole à Monsieur Marc Fesneau. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure, chers collègues. Je ne vais pas répéter devant vous ce qui a déjà été dit quant à l'état d'esprit qui est le nôtre durant cette phase préparatoire et au moment où nous allons aborder nos travaux. Pour autant, et avant de vous présenter les thématiques dont je suis plus particulièrement en charge, je voudrais moi aussi insister sur la solennité de l'occasion qui nous réunit. Il n'y a pas pour une fois dans cette salle Lamartine des législateurs simplement. Aujourd'hui, nous sommes des constituants. Cela veut dire que notre charge, qui est habituellement importante, est aujourd'hui exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on ne révise pas la Constitution de la France aussi souvent qu'on change la loi. C'est une opportunité qui ne se présente qu'une ou deux fois par décennie au mieux. L'occasion nous est offerte de changer dans notre texte suprême des éléments d'imperfection qui empêchent la République de fonctionner aussi bien que nos concitoyens sont en droit de l'espérer. Montrons-nous dignes de ce moment. Nous sommes trop souvent accusés à raison de légiférer mal. Tâchons alors d'écrire une bonne constitution, une meilleure constitution que celle qui régit nos règles actuellement. Nous nous sommes efforcés, avec Richard Ferrand et Yaël Braun-Pivet, de travailler en profondeur le texte proposé par le gouvernement et le président de la République, d'écouter tous les points de vue dans des auditions ouvertes à tous, d'essayer de prendre part à la construction d'un consensus. C'est le rôle normal des rapporteurs. Mais au-delà, parce que nous parlons de la Constitution, nous nous sommes efforcés de retenir notre plume. Pas parce que les idées manquaient, mais parce que la Constitution, plus encore que la loi, ne saurait être bavarde. Et l'idée était de rester sur les objectifs initiaux de cette réforme. Et parce qu'au stade de la Commission également, il faut encore laisser le temps au débat. Et comme j'ai été exigeant avec moi, je pense qu'il faut que nous essayions de l'être collectivement. J'en viens au projet de loi et aux évolutions envisagées. Nous avons mené nos travaux en recherchant un équilibre des pouvoirs qu'il faut se garder de déstabiliser, un équilibre des territoires qu'il faut certainement retoucher face à un État encore trop écrasant et une uniformité néfaste. Un équilibre politique, enfin, pour rendre possible la réforme dans notre Assemblée et au Sénat. Permettez-moi de commencer par les derniers articles du projet de loi, car ils suscitent moins de débats, on verra, quoique leur importance soit fondamentale pour le visage de la France de demain. Je veux parler des articles 15, 16 et 17 qui transcrivent dans le droit l'engagement du Président de la République pour une meilleure prise en compte des spécificités des territoires, de tous les territoires. Il y a les dispositions pour les collectivités de droit commun, ce qu'on en a appelé le droit à la différenciation, et qui consiste essentiellement à revenir sur une erreur d'appréciation commise par nos prédécesseurs, les constituants de 2003. Ils avaient compris que l'uniformité absolue de la règle de droit, sans considération des territoires et de leurs spécificités, s'accommodait mal des réalités de terrain. Ils avaient accompli un pas important en imaginant des dérogations à la loi nationale suivant le principe de l'expérimentation. Mais ils ont conçu cette démarche comme essentiellement temporaire, vouée à rejoindre d'une façon ou d'une autre le droit commun, par l'abandon de la dérogation ou par sa généralisation à tous. Au final, il y a eu 4 expérimentations en 15 ans et la procédure, disons-le, n'intéresse plus personne. L'article 15 du projet de loi permettra de pérenniser les dérogations et de coller à la réalité des choses, car on ne subit pas les contraintes de la montagne, du littoral ou des zones peu denses pour quelques années seulement et nous devons nous y adapter. Outre-mer, l'article 17 propose d'élargir la capacité des collectivités à fixer des règles par dérogation à la norme nationale. Contrairement à ce que j'ai pu parfois entendre, le mécanisme adopté en 2003 a fonctionné, notamment dans les Antilles, où de nombreuses adaptations ont eu lieu. Le gouvernement propose d'approfondir cette démarche en conférant un supplément d'autonomie, toujours sous le contrôle du Parlement, qui sera amené à ratifier les actes pris en ce domaine. Et puis il y a la Corse, la seule île du territoire européen de la France aux dimensions d'une région. Elle est inscrite nommément dans la Constitution et ses spécificités sont reconnues pour la première fois, ce qui permettra des adaptations plus faciles à ces particularités en desserrant le contrôle exercé jusqu'alors par le Conseil constitutionnel au nom du principe d'égalité. Nous, législateurs, pourrons édicter pour la Corse des lois spécifiques, par exemple dans les matières foncières ou fiscales, pour tenir compte des contraintes réelles de l'insularité sur l'économie et sur la société corse tout entière. Mes chers collègues, sur cette partie relative aux collectivités, j'ai eu l'impression, non pas d'une unanimité, mais d'un solide consensus sur ces avancées, en tout cas. Certains veulent aller plus loin, nous en débattrons, mais j'appellerai surtout à la plus grande vigilance le législateur organique pour la mise en musique de cette partie constitutionnelle. J'en viens maintenant à la réforme de la procédure parlementaire. Je ne crois pas briser un grand secret en constatant avec vous que le Parlement fonctionne mal. Il existe une forme de dérive depuis de nombreuses années. Toujours plus d'amendements, toujours plus de lois, toujours plus de jours de travail en séance, toujours plus d'activités. Cela a-t-il pour autant permis une meilleure qualité dans l'élaboration de la loi? C'est une question que nous devons nous poser, y compris en parcourant les 1400 amendements qui nous attendent sur ce projet de loi constitutionnel.
Cette boulimie législative, parfois réglementaire, occulte les autres fonctions fondamentales du Parlement et elle nuit même à l'aspect fondamental et premier de notre rôle, celui de faire la loi. Quant à planifier nos travaux, en ce moment, nous sommes incapables, parfois même, de regarder plus loin que les jours qui suivent. C'est du mauvais travail et c'est dangereux pour le pays. Historiquement, les parlements qui travaillent sans arrêt ne sont pas des modèles dont il faut s'inspirer. Il faut aussi que les députés puissent s'occuper des territoires et entrer en contact avec les populations. Il faut qu'ils puissent prendre le temps de travailler les textes, d'y apporter leur propre expertise ou expérience, qu'ils puissent en anticiper l'examen. Le gouvernement propose dans son texte initial des dispositifs souvent volontaristes pour parvenir à une rationalisation du temps parlementaire. Mais cette régulation que j'appelle de mes voeux, elle doit être réciproque et équilibrée. Aux assemblées de faire ce travail, au gouvernement aussi de le faire. C'est une œuvre qui doit être commune. Il y a une réflexion sur les projets de loi de finances et de projets de loi de financement de la sécurité sociale. Sur ce point, ceux qui ont vécu l'exercice d'automne et ceux d'avant savent qu'il faut agir. La commission des finances a d'ailleurs commencé ce travail en revalorisant le rôle de la loi de règlement. Il y a une réflexion sur les amendements. À ce stade, le gouvernement préconise des irrecevabilités systématiques. Je considère que le droit d'amendement est un droit essentiel des parlementaires. Nous ne sommes pas le corps législatif du Premier Empire qui pouvait voter les textes mais pas les discuter, tandis que le tribunal les discutait sans les voter. Je suis conscient que c'est un droit qui est massivement utilisé, mais je constate dans le même temps que ce n'est pas généralement à des fins d'obstruction. Nous proposons donc de revenir, et il me semble qu'il faut revenir à l'esprit de la Constitution, en l'assortissant de nouvelles règles qui permettent de réellement appliquer ce qu'est la Constitution dans ses principes. Pouvoir amender et en même temps se doter de règles pour être conforme à l'objectif des constituants de 58. Ensuite, il y a la question sensible de l'ordre du jour. Il n'est pas question de rendre au gouvernement la maîtrise totale, ce n'est d'ailleurs pas le fondement du texte, mais nous pouvons tous convenir que notre système est perclus de défauts, qu'il est trop rigide et que la semaine de contrôle pourrait être mieux employée. Pour le gouvernement, mieux employé pourrait signifier, en tout cas dans l'esprit de certains d'entre vous, employé par le gouvernement. Là encore, nous vous proposons d'apporter des améliorations au moment de nos débats. Enfin, il y a sur ce que le texte ne dit pas et que nous devrons construire ensemble. Je retiendrai 2 thèmes principaux. En premier lieu, il y a la prévisibilité de nos travaux, qui nous permettrait de mieux nous organiser et d'éviter les accusations les plus populistes en évitant que 3 obligations se concentrent sur les mêmes créneaux horaires. Par exemple, nous devons changer les choses de ce point de vue. Le gouvernement est libre de nombre de ses choix, mais il ne doit pas en être libre jusqu'au dernier moment. En second lieu, il y a nos pouvoirs d'investigation, notre capacité de contrôle et d'évaluation, notre aptitude à disposer des données dont nous avons besoin, le fait que nous ayons des ministres face à nous pour rendre des comptes. Le projet de loi ne contient à ce stade aucun élément sur ce point. Il va falloir que nous nous en chargions et l'approfondissions. Mes chers collègues, je sais que les propositions que vous allez formuler, les attentes que vous allez exposer, embrassent pratiquement tous les articles de la Constitution. Comme je vous l'indiquais au début de mon propos, j'ai souhaité pour ma part rester dans l'épure de ce qui était proposé. Nous devons améliorer la Constitution, pas rebâtir un texte à partir de rien, en essayant d'y inscrire toutes les dimensions de notre action politique. De même, je n'ai pas mentionné devant vous les lois organiques et ordinaires qui viendront cet automne, mais les collègues l'ont fait. Mais nous avons à l'esprit les prolongements qu'elles apporteront à cette grande réforme institutionnelle. C'est bien une réforme globale que nous allons débuter aujourd'hui. Montrons-nous donc responsables et exigeants, partons du réel pour l'améliorer, non de l'idéal pour déplorer son caractère inaccessible. C'est, je pense, la seule façon de donner à cette révision de la Constitution une chance réelle de prospérer et d'être utile, et c'est bien le principal, à la démocratie et à ceux que nous entendons servir, c'est-à-dire les citoyens français. Merci, Monsieur le Président Fesneau. Alors, nous avons donc trois commissions qui ont été saisies pour avis et la délégation aux droits des femmes.